Élancée, aérienne et toute en dentelle de fer, la Tour Eiffel domine Paris. Cet édifice unique au monde attire tous les ans 7 millions de visiteurs. Il n'y a pas une image qui parle de Paris où il n'y a pas eu un petit tracé de la tour. C'est absolument incroyable. C'est même pas besoin de la prendre en photo, une simple silhouette, 2 traits de crayon et on reconnaît déjà la Tour Eiffel. Chef-d'œuvre de la Belle Époque, cette superstructure en fer a repoussé les limites du possible. 300 mètres en seulement 2 ans. Jamais personne n'avait construit aussi haut et aussi vite. Une prouesse réalisée par Gustave Eiffel, un pionnier de son temps. Pour Gustave Eiffel, ça a été un triple défi technologique, politique, financier, et qui y est arrivé. Donc moi, je trouve ça absolument fascinant. Je pense qu'on peut comparer Gustave Eiffel, qui était un visionnaire, à des gens comme Bill Gates ou Steve Jobs. Alors, Gustave Eiffel, comment a-t-il fait? Des machineries exceptionnelles, 18 000 poutrelles, 2,5 millions de rivets posés par 250 ouvriers et surtout ses ascenseurs, des prototypes ultra sophistiqués pour l'époque. La tour de Monsieur Eiffel est à la pointe de la modernité. Ça a été comparable peut-être au développement de l'aviation, quand on a vu ses premiers avions voler, ou la conquête de la Lune. Et pourtant, la tour a rencontré bien des obstacles. Un terrain marécageux et instable, un chantier exposé au vent violent et aussi des polémiques qui enflamment le tout Paris. Mais ce n'est pas tout. Construite pour l'exposition universelle de 1889, la tour était promise à la destruction 20 ans plus tard. On dit aux architectes, vous pouvez tout raser, vous pouvez transformer la tour Eiffel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, à 125 ans, la tour Eiffel est toujours là et continue à émerveiller le monde. Pour l'embellir, des dizaines d'ouvriers la bichonnent. Dernière cure de jouvence, les travaux spectaculaires de rénovation du premier étage. Décidément, la Dame de Fer n'a pas fini de surprendre. La tour Eiffel est éternelle si on l'entretient bien. Et je dirais même qu'elle peut être plus éternelle que les pyramides. Paris sans sa tour Eiffel, une vision inimaginable. Et pourtant, dans cette aventure, rien n'était gagné d'avance. Retour sur l'épopée incroyable de la Dame de Fer. L'histoire de la Tour Eiffel commence au milieu du 19e siècle par une révolution. C'est l'âge des trains, de la machine à vapeur et de la mécanique qui réduisent les distances, accélèrent les rythmes de production et remplacent les hommes par les machines. La révolution industrielle est en marche. Mot d'ordre, technologie, science et progrès. Une course effrénée à la modernité, favorisée par l'essor de nouveaux matériaux. La révolution industrielle, elle est liée à la mécanisation, elle est liée à la puissance de la machine à vapeur, mais elle est liée aussi à la capacité de produire du métal, du fer, suffisamment pur pour être, et suffisamment bon marché, bien sûr, pour être utilisé massivement. Le fer, c'est un matériau extraordinaire, un matériau qui résiste à la compression, mais aussi à la traction, qui est souple. Donc ça ouvre vraiment des horizons très nouveaux. Dans les nouvelles usines, on met au point les technologies de production du fer, ce matériau miracle qui va transformer le monde. Tout commence en Angleterre vers 1840. Mais la tendance se répand comme une traînée de poudre partout en Europe. En France, c'est le développement du métal et c'est surtout un engouement absolument incroyable pour le progrès. Tout le monde pensait que le progrès ne pouvait qu'apporter une vie belle et libre. Et donc, un enthousiasme tel fait construire des architectures nouvelles. Il nous faut des halles, des marchés, il faut des grands magasins. Donc, une fièvre industrielle incroyable s'empare de l'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les premières réalisations en fer françaises voient le jour à Paris. Rive gauche d'abord, avec la bibliothèque Sainte-Geneviève,
à 2 pas de la Sorbonne, construite en 1848. L'édifice fait sensation par sa légèreté et la luminosité de sa salle d'études. Et pour la première fois, une structure en métal est fièrement exhibée, tout en fine dentelle. Et puis ce sont les Halles, sur la rive droite cette fois, 5 ans plus tard, en 1853. 12 pavillons, tous identiques et conçus pour centraliser l'approvisionnement quotidien de plus d'1 million de Parisiens. Un nouveau type d'architecture est né, plus aérien que la pierre, mais élégant et puissant en même temps. Petit à petit, le fer devient d'usage courant. Verrières, kiosques et pavillons en métal fleurissent un peu partout et s'installent dans le paysage urbain. Le début de la révolution entraînée par les nouvelles machines, les machines à vapeur, par l'industrialisation, par la métallurgie qui se développe à grande échelle, il va permettre justement à la fois de construire, de produire ce métal dont ont besoin les grandes structures, le développement des chemins de fer également qui va être le vecteur ou qui va permettre à la révolution industrielle de se répandre. Et c'est à cette époque extraordinaire qu'un jeune ingénieur français fait ses premières gammes dans le monde de la construction. Né en 1832 à Dijon, il s'appelle Gustav Bonnickhausen, un nom qui ne laisse planer aucun doute sur ses origines allemandes. Il prend dès le lycée un autre nom que ses parents jugent bien plus français. Il se fait appeler Gustave Eiffel. À l'âge de 20 ans, Gustave est admis à l'école des arts et des manufactures, autrement dit l'école centrale, un cénacle déjà prestigieux qui forge la nouvelle élite française, les ingénieurs. Le jeune Eiffel aurait pu faire des canons, des cafetières ou des locomotives. Il choisit la construction. Les charpentes et les ponts métalliques sont en plein essor. Et malgré son jeune âge, Gustave Eiffel n'a pas peur des défis. Il est vraiment un homme qui représente son époque. C'est-à-dire que lui croit au progrès aussi d'une façon extraordinaire. Et surtout, rien n'est impossible à ses yeux. Pour preuve, le premier grand ouvrage qui attend le jeune ingénieur dès sa sortie d'école, le pont ferroviaire de Bordeaux, qui franchit encore aujourd'hui la Garonne. À seulement 26 ans, Gustave Eiffel dirige tout le chantier. Et le projet est ambitieux. 500 mètres de longueur, avec seulement 200 hommes, quelques petites grues et quelques charrettes. Ce chantier permet à Eiffel de se familiariser avec le procédé qui deviendra sa marque de fabrique. Des structures en fer préfabriquées dans des usines. Le tout est acheminé sur place pour être assemblé par des rivets, des sortes de grands clous, car on ne connaît pas encore la soudure des métaux. Poutrelles et rivets, ce sont les mêmes méthodes que le constructeur va employer sur sa tour 30 ans plus tard. C'est la construction en kit, en quelque sorte Ikea avant Ikea. La standardisation des pièces a été mise au point, particulièrement par Gustave Eiffel, et surtout a été réalisée lors de son premier chantier. C'était un chantier important, dans une rivière tumultueuse, il y avait beaucoup de difficultés, il les surmonte, il rentre dans ses budgets, il est dans les temps, et il se fait remarquer comme un grand ingénieur. Donc c'est ce travail de kit, en quelque sorte, d'assemblage de pièces détachées un peu élémentaires, qui est à la base, au fond, du succès aussi de la construction métallique. 1864, l'ingénieur devient homme d'affaires. Il rachète une petite société de construction métallique qui va connaître un grand succès. À Levallois-Perret, aux portes de Paris, il est dans la place et ne doute de rien. Tout est prêt pour son ascension, bientôt fulgurante. Eiffel, jeune ingénieur, il va créer son entreprise assez tôt, à 32 ans. Et il va finalement développer son entreprise au point d'en faire la 5e, 6e entreprise de construction métallique en France. Il y en a d'autres, bien sûr, mais avec beaucoup d'innovations, des innovations sur la conception des ponts, sur la manière de les construire également. Par exemple, construire un pont en lançant le tablier, c'est-à-dire la partie horizontale, en porte-à-faux. Voilà des choses comme ça assez innovantes qui lui permettent de remporter les marchés. Les commandes affluent et Gustave Eiffel construit à tour de bras. En France d'abord, mais très vite, ces ponts s'exportent aussi à l'étranger. Son secret, chez Eiffel, un pont, c'est du sur-mesure.
standardisation des pièces, c'est évidemment un intérêt économique énorme, un intérêt de transport, un intérêt d'économie de personnel. Il fabriquait, il commercialisait et il envoyait à travers le monde ses fabrications avec un chef de chantier, une notice, et il faisait travailler les populations locales. Les constructions Made in Levallois sont un succès et Gustave Eiffel devient une marque de renommée mondiale. En Chine, qui le sait, 124 ponts en Chine, c'est quand même extraordinaire. Beaucoup de ponts dans le monde, par exemple, ont été, par Eiffel ou par d'autres, fabriqués à Paris, et puis ensuite montés au Chili, montés en Russie, montés en Égypte, voilà, ou en Indochine, parce que justement, on pouvait préparer déjà les pièces à l'avance. Il avait déjà commencé à construire ces extraordinaires passerelles, ponts jetables qu'il avait jetés un peu partout en Afrique, aux Philippines. C'est la première chose qu'il a construit en Philippines. Il avait aussi envoyé une église en pièces détachées à Arica, au Chili. En plus des églises, Eiffel fabrique aussi des gares, comme celle de Budapest, et le dôme de l'Observatoire de Nice, qui abrite à l'époque la plus grande lunette au monde. Afrique, Asie, Amérique du Sud et Europe, les constructions Eiffel fleurissent partout et par centaines. Mais il manque encore un pays à son palmarès, les États-Unis d'Amérique. Ce sera chose faite avec la Statue de la Liberté, édifiée à l'entrée du port de New York. Le sculpteur Auguste Bartholdi fait appel à ce constructeur tout-terrain pour réaliser l'ossature métallique de la plus grande statue au monde, haute de 93 mètres avec son piédestal. 6 ans avant sa tour Eiffel, il signe là sa première collaboration à une œuvre d'art, un objet sans fonctionnalité, mais qui devient très vite un symbole universel. Et toutes les prouesses techniques réalisées par son entreprise, Gustave Eiffel sait aussi les faire connaître. Il avait un sens de la publicité personnelle extraordinaire. Dès qu'il réussissait quelque chose, il publiait immédiatement dans les revues, bien sûr, mais il envoyait des petits tracts avec illustration de ses projets. Et donc ça aussi, ça comptait énormément. Et puis, il avait son aura personnelle qui le différenciait des autres. Le tournant dans la carrière d'Eiffel est la construction de ce pont ferroviaire à Porto, au Portugal. L'édifice est hardi. Le fleuve est profond. Il est impossible de construire un pylône intermédiaire dans l'eau pour soutenir le pont. Eiffel doit faire preuve d'inventivité. Alors, pour dépasser les 160 mètres de portée, il conçoit une arche monumentale en fer, une innovation technologique majeure. Le pont de Porto, qui a l'originalité d'avoir une arche qui était la première arche à avoir été réalisée en Europe. Cette arche permet de bâtir plus vite. Et il est 2 fois moins cher que l'entreprise concurrente, qui est en fait Fives Lills ou même Schneider, puisqu'il y avait des très grosses entreprises qui étaient concurrentes d'Eiffel, et lui est moins cher. Avec son arche, Eiffel joue maintenant dans la cour des grands. Le gouvernement de la toute jeune Troisième République lui confie un projet sans même faire d'appel d'offres. Le viaduc de Garabi dans le Cantal. Eiffel réitère son exploit avec une arche presque identique à celle de Porto, complétée par un viaduc de 554 mètres de longueur à 122 mètres au-dessus du sol. Ces pylônes tout en fer sont les précurseurs de la tour Eiffel. À 52 ans, Gustave Eiffel est le constructeur français incontournable. Il est devenu l'un des leaders du marché, connu pour relever les défis technologiques les plus audacieux de son époque. Je pense qu'on peut comparer Gustave Eiffel, qui était un visionnaire, à des gens comme Bill Gates ou Steve Jobs. Gustave Eiffel a inventé des procédés nouveaux, a inventé un style. Ça a été un visionnaire quand même, c'était un visionnaire extraordinaire. En 30 ans de carrière, Gustave Eiffel a déjà tout réussi. 200 ponts,
une centaine de viaducs, d'innombrables charpentes métalliques, des gares, des églises. Les clients des entreprises Eiffel sont partout dans le monde. Mais la success story de Gustave Eiffel est loin d'être terminée. Il lui reste encore à construire son projet le plus spectaculaire, la plus haute tour du monde. Paris, 1885. Le tout nouveau gouvernement républicain vient de décider l'organisation de la prochaine exposition universelle prévue dans 4 ans, en 1889. C'est le 100e anniversaire de la Révolution française, la date n'est pas choisie au hasard. Après la défaite de Sedan et la perte de l'Alsace-Lorraine, la République est encore fragile. Cette exposition est donc une occasion pour redorer son blason. Le grand enjeu, c'est de faire reconnaître la France comme un leader en Europe et bien sûr aussi de souligner son lien avec la Révolution française. C'est à Londres que se tient la première exposition universelle en 1851. Ces événements sont les grandes messes de cette époque qui célèbrent le culte de la machine. Le lieu de l'exposition, le Crystal Palace, est le véritable clou de cet événement. Bâtiment extraordinaire, il est construit tout de fer, de bois et de verre, avec 560 mètres de longueur et 30 mètres de hauteur de plafond. Londres a donné le ton et dans les années à venir, d'autres capitales vont rivaliser d'inventivité pour surprendre sans cesse. L'époque est au gigantisme. Construire toujours plus grand et plus haut devient le credo des ingénieurs. À Washington, on lance en 1860 la construction d'un obélisque en granit. Objectif, 180 mètres. Mais l'exploit s'avère impossible. Il s'arrête à 169 mètres. La pierre a montré ses limites. Le plus haut bâtiment du monde à l'époque, c'était un obélisque. C'est l'obélisque construit à Washington, en granit. 20 ans pour le construire, des fondations qui s'étaient tassées, enfin très compliquées. Tout d'un coup, avec le fer, on double quasiment la hauteur de ce qu'on peut construire. Bien sûr, on va imaginer des structures pour monter beaucoup plus haut que ce qu'on savait faire jusqu'à présent. Et peut-être une des premières qui a une certaine publicité, c'est une structure proposée par 2 ingénieurs américains, Clark et Reeves, qui proposent une tour de 1000 pieds. 1000 pieds, c'est quoi? C'est un chiffre symbolique, c'est à peu près 300 mètres. La tour de Clark et Reeves ne sera pas construite, mais le mythe de la tour de 300 mètres est né. Atteindre 1000 pieds, c'est le défi à relever pour les ingénieurs. Et le premier à y parvenir entrera dans l'histoire. Et qu'en pense Gustave Eiffel? Au départ, ce pari ne l'intéresse pas. À 53 ans, le chef d'entreprise estime qu'il n'a plus rien à prouver. Si le rêve d'une tour de 300 mètres ne le préoccupe pas, il hante l'esprit de ses plus brillants ingénieurs. Émile Nouguier d'abord, un polytechnicien de 40 ans qui vient de diriger les travaux de Garabi. Et Maurice Coquelin, un petit génie de 26 ans qui a déjà élaboré l'ossature de la Statue de la Liberté. Les 2 ingénieurs sont d'accord pour un projet fou. Un pylône en fer inspiré des ponts métalliques dont les 4 piliers se rejoignent au sommet. En tout, l'édifice fait 300 mètres, bien sûr. Ils soumettent cette idée à Gustave Eiffel, qui savait très bien qu'il ne pourrait jamais construire un pylône, une chose purement métallique et pas du tout esthétique, en plein cœur de Paris. Donc, il leur a dit, vous pouvez continuer à travailler sur ce projet, mais en l'état, ça ne m'intéresse pas. Pour Nouguier et Coquelin, retour à la table de dessin. Avec Stéphane Sauvestre cette fois, un architecte lui aussi collaborateur de la maison Eiffel. Sauvestre a carte blanche. Il va transformer ce pylône pour en faire un édifice inédit. Il a transformé ce pylône en une tour sur laquelle on pouvait accéder avec ses 3 étages, ses 3 plateformes, et il lui a donné cette forme en arc
de la première plateforme, il avait rajouté toute une série de grandes renommées qui jouaient de la trompette avec des ailes, enfin, typique de la Troisième République, en fait. Ça n'a pas été fait, mais il lui a donné une valeur esthétique, artistique à cette tour. Et comme ça, c'était un objet, comme une sculpture. Et bien sûr, Eiffel a tout de suite compris le parti qu'on pouvait tirer de cet objet. Et une tour de 300 mètres, il sait, grâce à son expérience, grâce aux ouvrages qu'il a déjà réalisés, certes moins hauts, grâce à son équipe et à ses équipes, d'ingénieurs, de dessinateurs, de techniciens, d'ouvriers, qu'il peut la faire. Il faut encore une fois revoir la copie. Mais cette fois-ci, Eiffel met lui-même la main à la pâte. Il est convaincu qu'il tient là un projet qui pourrait faire sensation lors de l'exposition universelle en 1889. Résultat, plus d'angelots ni d'autres fioritures, mais les arches en dentelle de fer restent. Elles deviendront même un élément essentiel de cet ouvrage. La tour a 4 faces avec 4 arches. 4 arches, en fait, elles sont des arches purement décoratives, même pas structurelles. Elles sont suspendues au premier étage. Pourquoi des arches? Parce que ça permet de donner une forme d'entrée à ce qu'était l'entrée de l'exposition universelle de 1889. Et puis l'arche, c'est une forme qui rassure, qui donne une impression de stabilité. On est accoutumé à voir des arches, ça, depuis les Romains. Et visuellement, ça donne aussi une forme un peu moins industrielle, peut-être, que le schéma de la tour tel qu'il avait été conçu. En tout, la tour change 4 fois de visage avant de trouver sa forme définitive. Le projet mobilise 50 ingénieurs et dessinateurs sur 700 dessins d'études. La tour de 300 mètres, c'est l'équivalent de 4 fois Notre-Dame. Ou 6 fois l'Arc de Triomphe. Jamais personne n'a construit aussi haut. Alors, pour parvenir à réaliser cet exploit, Eiffel doit se prémunir de tous les dangers possibles, notamment le vent, l'ennemi numéro 1 des constructeurs. Eiffel avait déjà pu percevoir de manière très concrète les effets du vent sur les structures en construisant un pont, le viaduc de la Tarde, dans le Massif central, qui, en 1884, par une nuit d'orage, alors qu'il était en construction justement en porte-à-faux sur un pilier, la partie métallique a été précipitée dans le vide. Le pilier était en maçonnerie, le pilier est resté. Et donc le pont s'est effondré. Il n'y a pas de mort puisque c'était pendant la nuit, mais il a pu voir que le vent, même dans une structure très ajourée de treillis, comme est la tour Eiffel, finalement exerce une force très importante sur une structure comme ça. Pas question que cet accident ne se reproduise sur la tour. La tâche des ingénieurs est immense. Il faut calculer la pression du vent sur un édifice qui n'a encore jamais été construit. Eiffel et ses hommes s'avancent là en terrain complètement inconnu. Et c'est l'ingénieur Coquelin qui va se lancer dans les calculs. Coquelin, il a calculé la tour au pifomètre. Il a commencé 3-4 fois pour savoir quel vent, le vent qu'il avait à 300 mètres de hauteur. Il ne savait pas. S'il calcule avec un coefficient qui n'est pas bon, le vent, il peut plier la tour, il peut faire des... Il y a déjà vu, je ne me rappelle plus où, il y a des pylônes qui se sont écrasés, qui se sont pliés en deux. Et donc l'idée, c'est que le poids de la tour, qui est un poids vertical, et la force du vent, qui est une force horizontale, combinée, donne une force oblique. Cette oblique, eh bien, elle suit précisément la courbure des arêtes de la tour. Ça a donné, par le calcul, cette forme, par petits segments assemblés, qui donne cette courbe très harmonieuse, effectivement, très caractéristique de la tour, qu'on va retrouver, même identifiable à un point extraordinaire, où on fait ça, on reconnaît la tour Eiffel. Et c'est ça, cette forme qui est issue directement des considérations mathématiques. Puisque la tour est le résultat des calculs mathématiques. Et comme quoi, effectivement, le calcul mathématique peut atteindre de la beauté. Eiffel est conquis et persuadé qu'il tient une idée unique et extraordinaire. Il s'empresse de racheter le brevet à ses ingénieurs. À
partir de ce moment-là, le projet devient sa tour, même s'il n'oublie pas de mentionner Coquelin et Nouguier sur les documents. Mais il fallait ensuite convaincre que ce projet était faisable. Et ça, Eiffel a fait des conférences absolument partout. Il a publié dans le génie civil, la construction moderne. Évidemment, il a réussi à convaincre ce pays qui était à la recherche justement de modernité et d'un geste fort qui montrerait la puissance de la France, la puissance inventive, visionnaire de la France. Pour Eiffel, il s'agit aussi d'évincer des projets concurrents. Le plus sérieux est une autre tour de 300 mètres, la Tour du Soleil, de Jules Bourdet, le célèbre architecte du Trocadéro. Mais son projet a un défaut. Malheureusement, il la construisait en maçonnerie. Une maçonnerie de 300 mètres, ça veut dire des fondations de plus de 100 mètres de profondeur. C'est totalement irréalisable. Et en plus, il ne proposait ni devis, ni façon de faire, alors que Eiffel dominait tout. Eiffel remporte le concours haut la main et signe le 26 janvier 1887 la convention avec les autorités. Parmi les signataires, le ministre Édouard Lecroix, un grand ami et défenseur du projet. Il ne faut pas oublier que Gustave Eiffel a payé 85% de la construction de la tour. Il n'a eu une subvention que d'1,5 million de francs. La tour en a coûté 8,5 et le reste, 9 je crois. Et le reste, c'est donc Eiffel qui a payé le supplément. 8,5 millions de francs or, soit l'équivalent de plus de 100 millions d'euros. Eiffel obtient une concession de 20 ans, après quoi l'édifice reviendra à la ville de Paris. Le Mont Valérien, à une dizaine de kilomètres de Paris, est envisagé comme premier site de construction. Mais c'est le Champ de Mars qui sera choisi. C'est le lieu principal de l'exposition universelle qui aura lieu dans seulement 2 ans. 2 ans, c'est le temps qui reste à Eiffel et ses hommes pour construire cette tour de 300 mètres. Bien peu de temps pour affronter un chantier d'une complexité hors norme où tout reste à inventer. Le compte à rebours est lancé. Pour Eiffel, pas de temps à perdre. Les travaux démarrent le 14 février 1887. Première étape, creuser des fondations assez profondes et solides pour faire tenir ce monstre. Mais dès le début, Eiffel et ses ingénieurs se heurtent à un premier obstacle, le terrain. À 2 pas de la Seine, le sol du Champ de Mars est marécageux et instable. Eiffel doit trouver des solutions. Côté Champ de Mars, il y avait un petit cours d'eau qui a été dévié, qui a permis d'assécher cette zone-là. Côté Seine, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'on avait un marécage naturel. Hein. La Seine, elle est dans son lit, mais de temps en temps, elle sort, donc c'était assez marécageux. Et il a fallu creuser plus profond. Pour résoudre ce casse-tête, Eiffel utilise une méthode déjà expérimentée sur d'autres chantiers, la technique des caissons étanches. Cette technique consiste en fait à prendre un caisson, comme une boîte renversée, qu'on pose sur le trou déjà commencé, et puis on va injecter de l'air comprimé dans le caisson, à une pression suffisante pour que l'eau qui se trouve dans le caisson, le niveau de l'eau baisse, et que le caisson soit à sec à l'intérieur. L'air comprimé repousse l'eau dans les profondeurs et permet aux ouvriers de creuser les fondations. Il y a une cheminée pour les gravats et une cheminée pour l'air. Et par cette cheminée des gravats, ils enlèvent tout. Et dès qu'ils arrivent sur le terrain stable et dur, là, ils arrêtent. Par la cheminée des gravats, ils remettent du béton et des pierres. Et ça fait le socle où ils vont pouvoir poser les massifs qui vont tenir les pieds de la tour Eiffel. Cette technique soulève la polémique. La presse et certains élus s'indignent de ces caissons dans lesquels Eiffel fait travailler les ouvriers et les qualifie même de cercueils. Le projet est menacé. Mais dans ce moment difficile, le constructeur reçoit le soutien d'un de ses amis, le ministre Édouard Lecroix. Pour prouver que cette méthode est sans risque pour les ouvriers,
Édouard Locroix descend sous les yeux des journalistes dans l'un de ses caissons. L'opération de communication est réussie et les travaux continuent. Les caissons qui ont servi à construire le socle des fondations, il est noyé aujourd'hui sous terre. Et si on creusait sous le parvis de la Tour Eiffel à 6 mètres, on tomberait sur des caissons métalliques dans lesquels on trouverait des pierres et du béton. En seulement 4 mois, 31 000 mètres cubes de terre, soit l'équivalent de 10 piscines olympiques, sont déblayés à la pelle par les ouvriers. La tour peut enfin sortir de terre sur des fondations solides. Elles doivent soutenir les 7 300 tonnes que pèse la seule structure métallique. Un poids imposant, mais dont la répartition a été savamment calculée. 7 300 tonnes qui reposent sur 4 piliers, composés eux-mêmes de 4 arêtes. C'est finalement un poids plume. La pression qui s'exerce sur le sol, de l'ordre de 5 kg par centimètre carré, une pression très faible en fait, on pourrait en mettre beaucoup plus. C'est quelqu'un qui est assis sur une chaise, hein. C'est à peu près ça. C'est le poids de la personne sur la chaise, ça correspond à peu près à la pression que la tour applique sur le sol. Et la tour est restée d'ailleurs stable sur ses fondations depuis son origine. Les fondations sont mises en place et à partir de ce moment-là, la tour avance de 10 mètres par mois. Tout au long de la construction, Gustave Eiffel utilise le procédé d'assemblage déjà éprouvé et rodé lors de ses constructions précédentes. Les pièces en fer sont préfabriquées dans les ateliers Eiffel à Levallois-Perret et acheminées par des chevaux en charrette. Le fer lui-même vient des forges de Pompey, dans l'est de la France. Pour des raisons de poids et de transport, la taille de chaque pièce n'excède pas les 5 mètres. En tout, 18 000 poutrelles seront assemblées sur le site. Pour les faire tenir, les ouvriers posent 2,5 millions de rivets. Un travail titanesque. On a embauché sur place des charpentiers de Paris, plutôt spécialisés dans le bois, pour certains, mais qui avaient l'habitude de travailler à une certaine hauteur. Parce qu'il faut imaginer tout de même comment est-ce qu'on construisait cette tour? On posait des rivets, c'est facile à dire. On les posait à la main. Chauffer le rivet c'est une espèce de gros clou, assez lourd d'ailleurs. Pèse 1 kilo un rivet quand même. On chauffait au rouge, petit brasero. Imaginez des braseros installés sur une petite plateforme, à 200 mètres de hauteur, comme ça. On le mettait à la main, bien sûr, avec une pince dans le trou. Et on tapait à grands coups de masse, plus costaud, évidemment, et tapait à grands coups de masse pour écraser la tête du rivet. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'un peu acrobatique, mais avec des équipes qui finalement étaient suffisamment rodées et pour en poser chacune une quarantaine de rivets peut-être par jour. À l'époque, Valentine, fille de Gustave Eiffel, était une enfant. Comme tous les Parisiens, elle suit la construction de près. Ma arrière-grand-mère, Valentine, me disait que ça faisait un cliquetis incroyable. Elle me disait, c'est pas moi, pas nous, c'est elle qui me disait, nous habitions, et nous entendions évidemment ces cliquetis, et toute la journée ça frappait, et envoyer cette tour monter, c'était absolument extraordinaire. 20 mètres, 30 mètres et puis 40 mètres, la tour ne cesse de grimper. À 50 mètres de hauteur, elle dépasse déjà de loin les toits de la ville, c'est du jamais vu. Les Parisiens commencent à prendre la mesure de ce qui les attend. La tour a commencé à largement dépasser le niveau des toits environnants de Paris. Les toits de Paris, c'est 25, 28 mètres de hauteur, c'est pas très haut, c'est 5-6 étages. Et c'est là qu'on a vu quand même que cette tour serait vraiment très haute. Et c'est là qu'il y a un certain nombre d'artistes, mais d'éminents artistes, Maupassant comme écrivain, Gounod comme musicien, Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, donc des grands artistes de l'époque, se sont fédérés pour signer ensemble une pétition, appelée la pétition des artistes, contre la construction de la tour. Et en employant des adjectifs extrêmement violents. Tous les monuments du Paris gothique seront ridiculisés par cette odieuse colonne de tôle boulonnée. Une cheminée d'usine, elle allait écraser Notre-Dame, elle allait écraser l'Arc de Triomphe, elle allait défigurer Paris. La pétition des artistes publiée dans la presse soulève la polémique. Mais Gustave Eiffel a déjà préparé sa réponse. Et donc lui explique que la beauté de cette tour, ce sont ses lignes.
et que ça vient de la conception de l'esprit d'un homme et qu'elle se matérialise grâce à ce jeu avec le vent et avec les éléments. En fait, la population de Paris était assez soufflée de voir se dresser cet animal inconnu, ce monstre, face au Trocadéro, qui avait l'air tellement vieux, alors qu'il avait été construit pour l'exposition universelle de 78. 10 mois après le début des travaux, en plein hiver, un moment très délicat attend la tour et son constructeur. Les 4 piliers sont sortis de terre, mais il faut encore réaliser la jonction pour faire le premier étage. Donc imaginez, à 60 mètres de haut, avec des piles espacées de 100 mètres, et on assemble les pièces, et tout d'un coup, il faut qu'elles arrivent à ce que les trous prévus soient au millimètre près. C'est très, très précis. Et donc, le point délicat, là, c'était justement, et on savait que ce ne serait pas possible, donc il fallait prévoir un ajustement de la tour, des éléments, pour qu'on adapte la structure pour que justement on ait cette coïncidence exacte des éléments. La plateforme du premier étage est élevée à l'aide d'un gigantesque échafaudage en bois. Il doit être soutenu par les 4 piliers qui doivent être alignés au millimètre près. Chacun de ces piliers pèse plusieurs milliers de tonnes. Eiffel doit pouvoir incliner cette masse comme il veut. Pour réussir ce défi, Eiffel et ses ingénieurs mettent en place 3 dispositifs. D'abord, les boîtes à sable installées entre les arêtes et les échafaudages en bois. Lorsque l'arête s'incline, le sable s'écoule de la boîte. Pour arrêter le mouvement, il suffit de boucher le trou. En bas de la tour, des vérins hydrauliques pour rectifier l'inclinaison et puis un piston qui permet de pousser l'arête vers le haut. Eiffel peut maintenant manipuler les piliers dans tous les sens. Ça, c'était le moment critique. Hein. Ça a été le moment où il fallait effectivement pas se tromper. Et qu'une erreur aurait pu compromettre. En tous les cas, une erreur aurait été difficile, certainement, à rattraper. Et peut-être que là, Eiffel a eu quelques petites sueurs froides. Au-dessus, il y a encore 200 mètres, hein, pratiquement. Donc, la force va s'appuyer du mauvais côté et puis ça risque de mettre en péril le monument. Donc ça, c'est vraiment la clé où il ne faut pas se louper. Février 1888, c'est le grand jour. La jonction entre les 4 piliers est faite. Une étape cruciale vient d'être achevée avec succès. La tour peut se tenir debout toute seule. Elle va maintenant s'élancer au-dessus des nuages. Il reste 1 an et demi à Gustave Eiffel et ses ouvriers pour monter de 248 mètres et finir l'ouvrage. On ne savait pas du tout où on allait, rien n'était prévu. Il fallait inventer la grue qui allait pouvoir monter du 2e au 3e étage, par exemple. Ça n'existait pas avant, c'était chaque fois des constructions nouvelles. On allait vers l'inconnu. On a utilisé des petites grues à vapeur. Donc ces grues ont grimpé en même temps que la tour. Au fur et à mesure, elle grimpait, on construisait quelques éléments, hop, on grimpait un peu la tour, etc., ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a pu construire la tour finalement en assez peu de temps, 22 mois pour la partie métallique, avec un nombre d'ouvriers qui n'a jamais, sur la partie métallique, dépassé 250, et même beaucoup moins à l'arrivée. Donc quelque chose d'extraordinaire. Même aujourd'hui, je ne suis pas absolument sûr qu'on construise aussi vite. Le 2e étage voit le jour au bout de 15 mois, à 115 mètres du sol. Les 4 pieds se rejoignent définitivement. À partir de ce moment-là, la tour prend la forme d'un pylône. Et après, le restant, pour monter jusqu'au sommet, là, on est dans du vertical quasiment pur. Là, ça devient un jeu d'enfant, quoi. On met une cornière, on met 2 rivets et on continue à monter, et ainsi de suite, quoi. Arrivée à 170 mètres de hauteur, la tour devient la plus haute construction du monde. Elle dépasse désormais l'obélisque de Washington d'1 mètre. Et ce n'est pas fini. Il reste encore 130 mètres à construire. Les ouvriers travaillent 16 heures par jour, par tous les temps, parfois dans des conditions extrêmes. La gestion des hommes est un autre défi pour le constructeur qui doit tenir coûte que coûte ses délais. Le vrai challenge, c'était le temps limité. Ce qu'il a eu à gérer, à manager, c'est les mouvements sociaux potentiels qu'il pouvait y avoir parce que l'hiver a été assez rude, donc les gens avaient froid et qu'à un moment, ils disaient nous, on ne veut plus travailler parce qu'il fait trop froid. Il a évité ces mouvements sociaux en mettant des primes
Il a ajouté des primes d'intéressement au délai de fabrication. Il a dit, écoutez, si on arrive au résultat, bah, vous serez payé un peu plus. Pour gagner du temps, Gustave Eiffel a tout prévu. Il a même installé une cantine au premier étage pour nourrir ses ouvriers qui avaient l'habitude d'apporter leurs gamelles. Lorsqu'on fait des cantines au premier étage, c'est un côté, on ne va pas dire philanthrope, bien au contraire, mais malin de dire je vais donner à mes ouvriers quelque chose qu'il n'y a qu'eux qui disposeront de cette vue-là, parce qu'il n'y a pas d'autres restaurants dans Paris à cette hauteur-là. Et pour autant, moi, je vais aussi gagner en termes de rentabilité, de temps, puisqu'ils sont à proximité de leur chantier. Les gens, évidemment, avaient l'impression de réaliser un travail exceptionnel. La seule chose qui était interdite, c'est on ne pouvait pas boire d'alcool parce que c'était trop dangereux. Il y a eu un seul accident, mais qui était pendant que la tour était d'ailleurs fermée. Un ouvrier qui avait été resté, on ne sait pas pourquoi, ou qui était revenu sur le chantier et qui malheureusement a fait une mauvaise chute mortelle d'ailleurs, mais c'était en dehors du chantier, en dehors du travail. On est à 3 mois de l'ouverture de l'exposition universelle. Il ne reste plus qu'à construire le 3e étage. Une formalité pour ce chantier bien organisé, même à 300 mètres de hauteur. Et pour couronner son œuvre, Gustave Eiffel fait installer un phare au sommet de la tour. Eiffel a voulu aussi que sa tour ne soit pas simplement un monument posé au milieu du Champ de Mars, mais qu'il y ait un côté un peu spectaculaire. Et donc, la lentille de Fresnel, donc le phare, comme le phare marine, quand on est en mer et qu'on voit le phare tourner, c'était prévu dès la conception. Non seulement il y avait un phare, à l'étage inférieur, il y avait mis des gros spots qui permettaient de souligner ou d'éclairer des monuments de Paris. Donc, en gros, il y avait un petit train, des rails de chemin de fer qui étaient au sommet de la tour et qui permettaient de déplacer ces gros spots d'éclairage. Avec son phare, la tour a l'allure d'un flambeau. Il doit briller au-dessus de l'exposition universelle qui va bientôt ouvrir ses portes. Elle sera à la hauteur des ambitions de la République française. Gustave Eiffel a réalisé l'utopie de la tour de 1000 pieds. Le fer a vaincu la pierre. La tour dépasse de 131 mètres l'obélisque de Washington. C'est le nouveau sommet mondial, doublé d'un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Le constructeur a réussi son pari. La tour est terminée dans les délais. 4 mois de travaux pour les fondations et seulement 22 mois pour la structure métallique. En tout, les travaux ont duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. Un exploit technologique et humain. Eiffel n'a pas fini de surprendre. Pour que sa tour soit un succès, il faut qu'elle soit accessible. Pour atteindre le sommet, il y a bien sûr l'escalier en colimaçon. Mais monter ces 1792 marches, c'est un exploit sportif de presque 1 heure qui n'est pas donné à tout le monde. Alors Eiffel a prévu autre chose, un dispositif tout à fait nouveau à l'époque, des ascenseurs. L'ascenseur était une idée, un concept assez récent, qu'on avait bien sûr, on savait monter des charges avec une poulie, on le faisait au Moyen-Âge. Mais l'idée de monter du public par un ascenseur dans un bâtiment, quel qu'il soit, ça ne demande pas seulement le fait d'avoir une force capable, avec un câble, capable de soulever une cabine, mais toutes les conditions de sécurité, bien sûr, pour pas que la cabine, en cas de rupture du câble, tombe, donc des systèmes de frein, de sécurité, etc. Donc c'était une invention très nouvelle. Les premiers ascenseurs ont déjà été présentés à l'exposition universelle de Londres il y a 30 ans. Et en cette fin du 19e siècle, ils ont même déjà été installés dans certains bâtiments américains. Mais aucun de ces modèles existants n'est adapté à la structure de la tour. Il faut concevoir non seulement un, mais plusieurs ascenseurs sur mesure. Pour mettre en œuvre ce projet, Gustave Eiffel fait appel aux meilleurs.
Et c'est un vrai challenge. Et il dit aux ascensoristes de l'époque, donc Otis, l'américain, qui est assez connu, et puis Roucombaluzier, qui est un des gros ascensuristes français de l'époque, dit voilà, moi, le challenge, c'est de mettre des ascenseurs sur la tour. Donc à vous de réfléchir comment on peut faire. Là, la tour Eiffel, on dit non seulement il faut des ascenseurs verticaux pour aller du 2e au sommet, et là, c'est pas 7-8 étages, c'est 160 mètres qu'il faut monter. C'est un peu plus compliqué. Et puis, pour aller du sol au 2e étage, il faut à la fois être funiculaire et ascenseur. C'est-à-dire qu'il faut rouler sur des rails et monter. Et en plus, la difficulté, c'est on va changer d'angle. C'est-à-dire que le funiculaire, il commence à monter sur 54 degrés, puis après on lui dit, bah écoute, tu vas te tourner, tu vas monter à 68-70 degrés. En tout, Eiffel fait installer 3 systèmes d'ascenseurs différents sur sa tour. L'un d'entre eux est encore en service aujourd'hui. Alors comment ça marche? Au pied du pilier Est, ces gros accumulateurs remplis d'eau font fonctionner le système. Le conducteur, assis à l'extérieur de la cabine, pilote l'ascenseur avec son volant. Pour monter, il tourne le volant et coupe l'eau. Les accumulateurs se vident alors et descendent jusqu'au sous-sol. Dans la machinerie, la pression d'eau qu'ils exercent pousse ce piston relié à ce chariot. Le chariot recule alors et tire les câbles. Résultat, la cabine monte jusqu'au 2e étage. On est quand même dans des choses absolument nouvelles, dans des dispositifs techniques très innovants, très nouveaux, et en même temps un peu uniques, bien sûr, parce qu'adaptés à cette structure particulière qu'est la tour Eiffel. Au 2e étage, tout le monde descend. Et pour accéder du 2e étage au sommet, changement d'ascenseur. C'est encore un autre dispositif. Pour monter du 2e au 3e étage, Eiffel avait imaginé un autre système. Donc il avait imaginé 2 cabines, une positionnée au niveau du 2e, une autre au niveau du 3e, reliée par un câble. Et l'idée, c'est que les cabines bougent en même temps. À mesure que l'une montait, l'autre descendait. Elle s'équilibrait à mi-hauteur. On peut encore voir une petite plateforme entre le 2e et le 3e, où les cabines étant équilibrées, les gens qui montaient changeaient de cabine, les gens qui descendaient changeaient de cabine, et puis ensuite on repartait dans l'autre sens. Aujourd'hui encore, la machinerie dans le pilier Est de la tour reste inchangée et fonctionne parfaitement. Et au mur, les cadrans et les outils d'époque. Petit détail, le piston est graissé tous les jours à la suie de bœuf, comme du temps de Gustave Eiffel. Ça fonctionne bien, c'est robuste. Et puis en plus, c'est spectaculaire. Voilà, on est un peu dans le monde de Jules Verne, c'est assez sympa. La tour, ce monument à la gloire de la technologie et de l'innovation, est aussi le panthéon de la science française. Sur les 4 façades extérieures, Gustave Eiffel a choisi d'honorer les plus éminents chercheurs français des 100 dernières années. Reste un dernier détail et pas des moindres, la couleur. Elle sera rouge. C'est la couleur de l'anti-rouille apposée à la fin des travaux. Parce qu'Eiffel l'avait peinte en peinture anti-rouille, qui était rouge à l'époque, et il ne savait pas comment la peindre. Donc en fait, elle est restée pendant 5 ans rouge. Donc il faut imaginer cet objet dans un Paris haussmannien assez gentillé, et cet objet qui est une soucoupe volante, rouge, qui est la première soucoupe volante qui arrive sur Paris, qui se pose là. Et c'est d'autant plus vrai que Eiffel n'a construit que des ponts. Dans sa vie, il a construit que des ponts, et je pense que c'est le premier pont vers les étoiles qu'il a construit. 31 mars 1889 à 13h30, le grand moment de l'inauguration est venu. Comme les ascenseurs ne sont pas encore au point, Eiffel entame l'ascension à pied en compagnie de quelques députés et notables. Un véritable calvaire pour ses invités en queue de pie et chapeau claque. Pour détendre l'ambiance, Gustave Eiffel donne lui-même des conseils pour mieux gérer son souffle. Cette ascension mémorable est reconstituée dans les conditions de l'époque, avec un certain humour. Il monte très lentement, le bras droit à la rampe, il balance le corps d'une hanche sur l'autre, il profite de cet élan pour franchir chaque degré. La pente est si inclinée qu'on peut causer tout en montant, et on ne souffle pas en débouchant sur le palier du premier étage. Au bout d'1 heure, ils sont une quinzaine à accéder au sommet. Le moment est magique. Un drapeau tricolore est déployé. 21 coups de canon retentissent.
Gustave Eiffel est promu chevalier de la Légion d'honneur sur le champ. Le jour de l'inauguration, ma arrière-grand-mère, Valentine, donc, était à côté de lui, et avec un éventail. Et sur cet éventail, elle a fait signer son père, qui a écrit « Le drapeau français flotte sur la plus haute rampe du monde ». 5 mai 1889, l'exposition universelle ouvre ses portes à Paris. Imaginez l'ouverture de l'exposition universelle 1889, célébration du centenaire de la Révolution française, fierté nationale d'abord, sentiment général de fierté. Beaucoup de grands bâtiments sur le Champ de Mars, le plus grand bâtiment du monde, qui était la Galerie des Machines, 440 mètres de long, 110 mètres de large, sans poteaux, immense verrière qu'on n'avait jamais vue, immense tour, 300 mètres de haut, incroyable, visible de partout, et accessible. Pendant la première semaine d'ouverture, pas moins de 29 000 visiteurs montent à pied jusqu'au 3e étage. Et quand les ascenseurs sont enfin au point, c'est l'explosion. 12 000 personnes par jour empruntent ces nouvelles machines pour accéder au sommet. Et la vision qui s'offre à eux est tout simplement époustouflante. Tout d'un coup, cette ville blanche, neuve, rutilante, qui était une espèce de bijou architectural, tout d'un coup, on pouvait le découvrir d'en haut. La Seine, les ponts, paysages, à 40 km au niveau de la tour, 50 même quand il fait beau. Donc tout d'un coup, vous voyez l'émerveillement partagé par tout un chacun. Il y a une anecdote incroyable, c'est que dans des livres, on voit que les gens qui montent disent que de la Tour Eiffel, on voyait le Mont Blanc. Donc, ça paraît incroyable aujourd'hui, ça paraît pas possible. Il faut imaginer ce degré d'invention et du regard, du nouveau regard. La modernité, la tour a rendu le monde moderne. C'est-à-dire que c'est le premier élément moderne qui va nous permettre de voir le monde d'en haut et d'imaginer, vous savez, quand on a été sur la Lune, on a vu la Terre avec sa propre limite. Eh bien, la Tour Eiffel, c'est une sorte de fusée qui est restée accrochée au sol et qui permet de voir les lointains et de voir les limites des choses. Dans les étages, Gustave Eiffel n'a pas fini de surprendre ses visiteurs. Sa tour est un véritable parc d'attractions. Au premier étage, une salle de spectacle de 250 places, un restaurant français et russe, un bar anglo-américain. Et également des bureaux de tabac, des échoppes de photographes, des loueurs de jumelles et des marchands de souvenirs. Au deuxième étage s'ajoutent d'autres boutiques, une buvette et même une imprimerie où est édité chaque jour un numéro spécial du Figaro. Valentine me disait, tu sais, mon père a amené bonheur et fierté aux Français, mais aussi au monde entier. C'est vrai que le fait d'avoir eu cet édifice en plein centre de Paris, qui était tout à fait étonnant, extraordinaire, ça a donné de la fierté aux Français. Ils se sont dit finalement, on peut faire des choses, et ça quand même fait repartir un peu le moral de tout le monde, dans une épreuve qui était dans une époque difficile. La tour a fait l'objet, dès son origine, dès son ouverture, de millions de reproductions de toutes sortes, de vignettes, d'estampes, de gravures, etc., de photos, mais aussi de petites miniatures, transformées en ciseaux, transformées en salières, transformées en bougeoirs, en lampes, tout ce que vous voulez. C'était un engouement absolument extraordinaire pour cette tour. Et même, moi j'ai lu les contes de Tolstoï, et dedans, il raconte qu'en Russie, on sert le vin dans une bouteille en forme de tour Eiffel. Donc c'est très amusant. La tour est un tel succès que les artistes, anciens opposants au projet, vont faire amende honorable. Et certains d'entre eux d'une manière un peu grinçante. Même Maupassant, qui était quand même un des grands acharnés contre la tour, a dit « Je vais souvent sur la tour Eiffel parce que c'est le seul endroit de Paris d'où je ne la vois pas ». De manière un peu ironique de dire que finalement cette tour Eiffel était rentrée dans le paysage. Les hommages arrivent même d'outre-Atlantique et pas n'importe lesquels. Thomas Edison, le génial inventeur américain de l'ampoule électrique, vient en France pour visiter l'exposition universelle. Gustave lui fait découvrir la tour et en échange, Edison lui apporte sa toute nouvelle invention, le phonographe. Ce phonographe, Eiffel s'en est servi, et donc vous pouvez entendre
Eiffel, avec son accent bourguignon, roulant les airs, parlant au phonographe et lui disant « Enfin, cet puissant récepteur qui va recueillir mes paroles. Nous allons en réalité les faire comprendre. Je les adresse. » La rencontre entre les deux pionniers de la technologie et des sciences est immortalisée par ces figures de cire exposées dans l'ancien appartement d'Eiffel, au dernier étage de la tour. Pour Gustave Eiffel, la tour est aussi un triomphe commercial. Le constructeur, également homme d'affaires, qui a pris des risques personnels pour financer le projet, se voit récompensé. Pendant les 6 mois de l'exposition, plus de 2 millions de visiteurs sont montés sur sa tour. Le prix de l'entrée est pourtant exorbitant. Le ticket de l'époque coûtait 1 mois de salaire pour un ouvrier. D'accord? Donc, avoir autant de visiteurs qui viennent sur la tour, c'est quand même un sacré succès. Et finalement, 3 à 6 mois après la fermeture de l'exposition, comme on peut continuer à visiter la tour, tout est remboursé, c'est-à-dire plus de 7 500 000 francs or. La tour de Monsieur Eiffel devient rapidement le parc préféré des Parisiens. On vient se ressourcer en famille, admirer le paysage. C'est l'endroit où il faut être vu, où les élégantes promènent leurs nouvelles créations. Mais la plus haute tour du monde attire aussi un nouveau genre de public. Sa hauteur exceptionnelle inspire les aventuriers et casse-cou en soif de reconnaissance. 1905, le quotidien Le Sport organise le championnat de l'escalier avec 227 concurrents. Le vainqueur atteint le 2e étage en seulement 3 minutes et 21 secondes. La Tour Eiffel est une mise en scène et en même temps met en scène Paris, au sens propre du terme. Et donc, c'est un balcon sur Paris et en même temps, c'est une scène, au sens presque théâtral du terme, où peuvent se passer des choses qui vont être visibles parce que le retentissement médiatique, la caisse de résonance que va former la Tour Eiffel va être extrêmement puissante. Donc quelque chose qui donne, bien sûr, un retentissement médiatique simplement parce que voilà, c'est une grande scène visible de loin, y compris de l'autre bout du monde, et qu'elle attire l'exploit. Des exploits qui peuvent parfois mal tourner. Comme cette tentative de vol de l'homme-oiseau, Franz Reichelt, un tailleur parisien d'origine autrichienne. Depuis le premier étage de la tour, à 58 mètres du sol, l'homme veut tester son manteau parachute qu'il a confectionné lui-même. Reichelt hésite pendant un long moment, avance et recule plusieurs fois avant et s'élance dans le vide. Son parachute ne s'ouvre pas et l'homme s'écrase sur le sol. Il meurt sur le coup. 1900. Pour le passage dans le nouveau centenaire, une nouvelle exposition universelle est prévue à Paris. La tour fait partie du programme. Mais après l'euphorie de ses débuts, elle ne fait plus sensation. L'époque est avide de nouveautés. En 1900, effectivement, la tour n'a pas le même succès. Des voix s'élèvent à nouveau pour demander qu'on abatte la tour. Par exemple, pour le concours de l'exposition de 1900, on dit aux architectes concurrents « Vous pouvez faire ce que vous voulez, abattre tous les bâtiments existants encore, comme par exemple la Tour Eiffel, ou la conserver, mais la transformer, etc. » Et finalement, on a des projets tellement dingues de transformation de la Tour Eiffel qui la rabaisse, en fait, finalement. On préfère la garder en se disant « Bon, tant pis, on la garde ». Il n'empêche, les jours de la tour sont comptés. Le terrain sur lequel elle a été construite doit revenir à la ville de Paris en 1909. Après, c'est elle qui décidera de son avenir. Comme la plupart des bâtiments construits pour les expositions universelles, la tour est vouée à la destruction pure et simple. Une possibilité que son constructeur, Gustave Eiffel, refuse d'envisager. Peut-être qu'il l'aurait gardé, peut-être pas. Donc il y avait un risque. Il avait bien conscience que la tour, qui portait déjà son nom, elle a porté son nom très tôt, au moment de l'exposition universelle déjà, deviendrait quelque chose qui assurerait, en quelque sorte, la postérité de son nom, pour une très longue durée.
Et donc il s'est employé à montrer que sa tour n'était pas seulement un objet d'attraction construite pour une exposition universelle particulière, celle de 89, mais qu'elle était utile. Pour sauver sa tour, Eiffel a plus d'un atout dans sa manche. En réalité, il avait prévu son coup déjà longtemps à l'avance. Il sait que sa taille exceptionnelle présente un avantage considérable pour y mener des expériences scientifiques en tout genre. Alors, dès 1889, une petite station météorologique voit le jour au 3e étage. Il a installé une station de météorologie, comme il en a mis aussi dans ses différentes maisons, et il a commencé à noter, c'était un des premiers à faire ça, la température, les précipitations, la vitesse du vent, etc., pour qu'on puisse comprendre l'évolution du temps sur le long terme, la base aujourd'hui de la météo d'ailleurs. Il a montré à la météo nationale qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prévoir le temps 24 ou 48 heures à l'avance. Mais à cette époque-là, c'était pas possible. Donc, même pas 24 heures à l'avance. Mais avec les indications de Eiffel, on arrivait déjà à progresser et à dire 24 heures à l'avance comment sera le temps le lendemain. Les résultats sont consignés et compilés dans des atlas météorologiques qu'Eiffel édite à compte d'auteur. Après une vie de constructeur, Eiffel entame une deuxième carrière dans ses labos installés au 3e étage de la tour. Il se consacre à la science et tout particulièrement à l'aérodynamique. À cette époque où l'aviation fait ses premiers pas, ces tests de résistance à l'air sur ses maquettes d'avions sont une contribution précieuse louée par la communauté scientifique. Et comme si ça ne suffisait pas, dans l'opération sauvetage de la tour, Eiffel sollicite même sa famille pour lui trouver des arguments. Le docteur Enoch, qui était son beau-frère, qui était médecin et qui préconisait pour les gens qui avaient du mal à respirer d'aller faire une petite cure, pas dans la montagne, mais en haut de la tour Eiffel. Parc d'attractions, laboratoire de sciences et même station de montagne en pleine ville où l'on respire au grand air, les arguments pour prouver l'utilité de la tour Eiffel ne manquent pas. Mais à l'approche de l'année 1909, date d'expiration de la concession, Gustave Eiffel n'est toujours pas persuadé que cela suffise pour sauver son édifice. Heureusement, Eiffel est un homme de réseau. Et c'est là qu'il a été contacté par un militaire, capitaine Ferrier, qui s'intéressait à la radio naissante. Et on a, avec l'aide d'Eiffel, qui a investi, qui a financé d'ailleurs une partie de l'installation, on a pu installer un câble très très long entre le sol et le 3e étage pour servir d'antenne, émettre, capter des messages à destination d'abord des forts de l'Est de la France, donc des frontières, même de l'Algérie, de Londres. Donc on a vu qu'on pouvait communiquer à longue distance et que cette communication à longue distance, évidemment, avait un intérêt stratégique pour les militaires. Pour des raisons de sécurité, les locaux de la TSF, la transmission sans fil, sont installés dans un bunker militaire à 2 pas de la tour. C'est par ce tunnel que les câbles traversent le sous-sol et ressortent au milieu du Champ de Mars. Ils sont alors branchés aux antennes qui rejoignent le sommet de la tour. Les militaires sont convaincus de l'utilité stratégique de l'édifice. Le pari est réussi, la tour Eiffel est définitivement sauvée. La concession est prolongée de 70 ans au nom de la société Eiffel. La tour Eiffel a permis aussi, en 1914, de sauver, on ne le dit pas assez, mais sauver Paris de l'invasion allemande. C'est grâce à la tour Eiffel que des signaux allemands sont repérés. Les techniciens de la tour interceptent en effet un message capital sur des problèmes d'intendance des troupes allemandes. Pour l'armée française, c'est le moment idéal pour passer à la contre-offensive. Les taxis de la Marne montent au front et repoussent l'ennemi. La Dame de Fer a sauvé Paris. Mais ce n'est pas tout. Pendant la Grande Guerre, de nombreux messages sont captés sur la tour. L'un d'eux permet d'arrêter l'espionne légendaire Mata Hari. Après la guerre, la transmission sans fil devient la radiodiffusion. À partir de 1921,
un émetteur civil diffuse des programmes de musique, des chroniques, puis un journal parlé. Radio Tour Eiffel est né. Au sommet, des antennes ont fait grandir la tour de 24 mètres. Pendant des années, c'est grâce à la Tour Eiffel que les Français ont regardé la télé. Aujourd'hui encore, la tour permet à 12 millions de Franciliens de recevoir la radio et la télévision par antenne. « 1930, une page d'histoire se tourne. La Dame de Fer est détrônée par le Chrysler Building à New York de 19 mètres. Son constructeur, Gustave Eiffel, n'est plus là pour le voir. Il s'éteint en 1923 à l'âge de 91 ans. Même si la tour cesse d'être le monument le plus haut du monde, elle reste l'un des plus originaux. Elle est même sublimée par les travaux de l'exposition universelle de 1937. À cette occasion, le vieux Trocadéro est remplacé par le Palais de Chaillot dans un style plus moderne et plus sobre. Son esplanade offre aujourd'hui encore une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Cette perspective héroïque fait envie, mais pas seulement aux touristes. En 1940, quand l'Allemagne nazie occupe la France, le Führer en personne se fait tirer le portrait ici, avec en fond la Dame de Fer. Ein Blick auf den Eiffelturm. Comme si ça ne suffisait pas pour marquer leur victoire, les soldats accrochent une grande banderole au premier étage. Deutschland siegt auf allen Fronten. L'Allemagne est vainqueur sur tous les fronts. Posséder la tour, c'est posséder la France. Les ascenseurs avaient été sabotés par le personnel, montés, mais à pied, et la Tour Eiffel était fermée au public, en réalité, pendant la guerre. Mais elle a continué à servir d'antenne au profit des Allemands, pour les communications militaires, mais aussi, ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a permis de diffuser des émissions de télévision produites dans un studio à Celle-les-Rue Cognac-Jay, par les Allemands, et de radio également, à destination des soldats allemands nombreux qui se trouvaient à Paris et dans la région parisienne, notamment les blessés dans les hôpitaux, etc. Août 1944, libération de Paris. Le drapeau français flotte à nouveau au sommet de la tour. Redevenue française, elle est le symbole de toute une nation. Les ascenseurs sont réparés un an plus tard et pour les soldats alliés, ils sont gratuits. La tour est une survivante. Elle a échappé à des projets de destruction. Au passage, à un nouveau centenaire et à 2 guerres mondiales. Elle a changé de couleur, de rouge. Elle est devenue jaune, puis orange, et finalement brune. La Tour Eiffel attire à nouveau les exploits, comme en 1952, quand la trapéziste américaine Rose Gold fait une démonstration à hauteur du 2e étage. Le numéro est exécuté à 118 mètres sans filet de protection. Les images, tout simplement vertigineuses, âme sensible, s'abstenir. Années 80. La Dame de Fer vient de fêter ses 90 ans. Malgré son âge avancé, elle est plus populaire que jamais et attire la jeune génération. Après plus d'1 siècle d'exploitation par la société privée Eiffel, la tour est devenue en 1979 la propriété de la ville de Paris. Plus question de s'en débarrasser bien sûr, bien au contraire. Car à son âge, la tour est fatiguée. Des décennies d'exploitation, des fréquentations records de plus de 3 millions de visiteurs par an se font sentir. Ils se sont rendus compte à l'époque qu'elle n'était pas entretenue comme elle aurait dû l'être. Et elle devenait potentiellement dangereuse pour les visiteurs. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui marche bien, on a tendance à surexploiter au détriment de l'entretien. Un certain nombre de pièces se sont corrodées, déformées, les ascenseurs se sont un peu fatigués. Les arêtes de la tour, qui sont creux, des oiseaux, des pigeons avaient réussi à rentrer, ils mettent des déjections, de la corrosion. Mais il n'y a pas que ça. En 90 ans, la tour est devenue lourde. Elle a pris 2300 tonnes de poids supplémentaires, un poids trop important pour sa structure métallique.
Il y avait un sol en béton, il y a eu des restaurants, il y a eu une salle d'animation qui ont été refaites, qui alourdissaient à nouveau le monument. Et puis, il y a des installations électriques, enfin, beaucoup de choses pour l'exploitation qui font que on rajoutait, mais sauf qu'à un moment, la structure a dit, moi, stop, c'est un peu comme un squelette. Je veux bien supporter un moment, mais si m'en mettez trop, je vais avoir du mal. Entre 1982 et 1985, place aux gros travaux. Une salle de bal et des restaurants sont démontés avec cave et cuisine. Pour prévenir les chutes de matériel acheminé par un monte-charge, un plancher de 250 tonnes est installé. Les techniques ont évolué depuis l'époque de Gustave Eiffel. Les rivets en fer sont remplacés par des boulons en acier. Pendant toute la durée des rénovations, la tour reste ouverte aux visites. Cette campagne de travaux permet aussi de moderniser les ascenseurs et de remettre aux normes toute la sécurité. L'escalier est d'ailleurs démonté et vendu aux enchères pièce par pièce aux 4 coins du monde. Allégée de 1200 tonnes, la tour retrouve une nouvelle jeunesse. Mais le meilleur est à venir. Quelques années après, on a fait aussi quelque chose d'intéressant, on a mis un nouvel éclairage. La tour avant était éclairée par des projecteurs à l'extérieur, ce qui était pas mal. On a eu l'idée, fin des années 80, de mettre des projecteurs à l'intérieur de la tour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé dans la structure des lampes au sodium, c'est ça qui donne cette lumière un peu orangée, qui était cachée, dissimulée dans la structure elle-même. Ce qui fait que de loin, on voit effectivement une lumière qui vient de l'intérieur. Ça marcherait très bien avec la structure en filigrane de la tour. Ça lui donne un petit côté bijou là, qui est bien éclairé. La lumière, justement. Un élément essentiel qui sublime la tour Eiffel. La Dame de Fer n'est jamais aussi belle que de nuit, avec cet éclairage qui met en valeur ses formes. Alors, pour passer l'an 2000 et surprendre, il faut redoubler d'efforts pour trouver de quoi éblouir le monde. Des ouvriers alpinistes installent de drôles de petites lampes en forme de pyramide sur les façades extérieures de la tour. En tout, il y en aura 20 000. Le résultat est dévoilé le 31 décembre 1999 à minuit. La tour salue le nouveau millénaire avec un majestueux feu d'artifice, le plus grand que les Parisiens aient jamais vu. Et puis, vient la surprise. La Dame de Fer se met à scintiller. Ces images font le tour de la planète. Le scintillement devait être temporaire, mais les Parisiens en ont décidé autrement. Et puis les gens ont tellement adoré ça que le scintillement est là. Et moi, je n'imagine pas une seconde que le scintillement, toutes les heures, puisse s'arrêter. Il suffit de voir les visiteurs sur le parvis qui viennent 5 minutes avant l'heure dite et qui attendent. Et c'est comme un feu d'artifice qui se déclenche toutes les heures. Et les gens disent « Ah, vous savez que dans les films américains, c'est aussi un moment où lorsque un couple flirte sur un balcon qui donne sur la tour Eiffel, l'homme dit « Et tu sais, je suis capable pour toi d'allumer la tour Eiffel. » Et il fait... Aujourd'hui, pour emballer à la lumière des petites lampes, il faut se dépêcher. Au cours des dernières années, le scintillement est passé de 10 à 5 minutes. Économie d'énergie oblige. Mais pour que la magie de la Dame de Fer continue à opérer, il faut prendre soin de l'édifice. L'usure du temps est visible sur la structure. La peinture s'écaille sous les effets du vent, de la pluie, des déjections des pigeons et laisse apparaître le fer. Les opérations d'entretien les plus spectaculaires sont les campagnes de peinture. Tous les 7 ans, la tour subit une cure de rafraîchissement. 7 ans, c'était la fréquence prescrite par Gustave Eiffel lui-même. La peinture, le revêtement qu'on met, c'est pour éviter la rouille et l'oxydation des structures métalliques. La campagne de peinture, elle fait à la fois peur et tout le monde l'attend. Elle fait peur parce que c'est 2 ans où il va y avoir des peintres, des cordistes sur la tour Eiffel, donc il y a un risque potentiel pendant ces campagnes. Et puis, tout le monde l'attend parce que ça rentre dans le cycle normal, ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'une tour Eiffel sans campagne de peinture, c'est plus une tour Eiffel. Depuis qu'elle existe, la tour a été repeinte 19 fois.
Une campagne, c'est 250 000 mètres carrés de surface à repeindre, 60 tonnes de peinture, 1500 brosses et 1500 combinaisons. L'opération coûte environ 4 millions d'euros. Elodie Partucci a participé à la campagne de peinture de 2009. Elle a été la première femme à faire ce travail. Une mission exceptionnelle. C'est l'endroit le plus haut sur lequel j'ai travaillé. C'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée au 3e, ça m'a fait une petite impression. Mais en même temps, j'étais contente. Enfin, je sais pas, c'est... En fait, je pense que plus c'est haut et meilleur c'est. Enfin, cette sensation de vide, enfin, moi, j'adore. C'est ce que j'aime dans mon boulot. Repeindre la Tour Eiffel n'est pas à la portée de tout le monde. Elodie est cordiste de formation, une sorte de travailleur acrobate spécialisé dans les travaux en hauteur sur des structures difficiles d'accès. Les conditions indispensables, être insensible au vertige et maîtriser les techniques de l'alpinisme. Par exemple, des fois, on peut se retrouver à peindre des plafonds donc au niveau du 3e ou du 2e ou même du 1er. Et là, ça se fait en artif, donc c'est une progression sur sangle. Après, tu peux te retrouver aussi à être en extérieur, à repeindre les piliers. Là, du coup, tu es dans le vide sur corde. Ou soit dans les croisillons, où là, tu es attaché avec 2 manucroches et un anti-chute. Donc, c'est pas du tout la même méthodologie de travail. Il y a plusieurs cas de configuration. Elodie et ses collègues travaillent 9h30 par jour, par tous les temps, dans des conditions parfois difficiles. Les périodes d'hiver sont dures. On a froid, on sent plus ses doigts, ses pieds. Je me souviens d'un hiver passé sur cette tour Eiffel où vraiment, là, c'était vraiment dur. Il y avait même des stalactites dessus, quoi. Donc oui, il y a des personnes qui ont arrêté parce que ça leur convenait pas. Le défi particulier, la sécurité. Celle des peintres, bien sûr, mais aussi celle des visiteurs. Car pendant toute la durée des travaux, le monument doit rester ouvert au public. Malgré des bâches et les filets de sécurité, un accident peut toujours arriver. Un pot de peinture qui tombe d'une hauteur de 300 mètres peut même s'avérer mortel. Alors, toutes les précautions sont prises. Donc les peintres, quand ils montent, tous les matins, on leur fait un hold-up en bas de la tour. Donc on leur dit hold-up, ils lèvent les mains. Si un outil tombe, le peintre il monte pas. Tous les outils doivent être attachés. Donc les grattoirs, les brosses, le pinceau, tout doit être attaché avant qu'il monte. S'il y a quelque chose qui tombe, il reste au sol, il ne monte pas de la journée. La tour est peinte au pinceau, poutrelle par poutrelle. Impossible d'utiliser un pistolet, le vent souffle trop fort et disperse la peinture. Le vent, déjà le pire ennemi de Gustave Eiffel il y a 100 ans, a aussi joué des tours à Stéphane et son équipe. On m'appelle, on me dit voilà, monsieur Roussin, il y a quelqu'un qui est à l'accueil, qui se plaint d'avoir reçu de la peinture, il est rouge. Il était coupé en deux, rouge. Donc je suis allé voir cette personne, et il y avait du vent, et en fait la peinture en partant du sommet, avec le vent, s'est déportée pour aller à pratiquement 50 mètres à côté. Et la personne, donc, je dis voilà, quand on fait une campagne de peinture, nous avons une cellule de nettoyage. C'est-à-dire que celui qui a une goutte, immédiatement, il peut aller se faire détacher son vêtement. Et si on n'arrive pas à détacher, on peut même lui remplacer son vêtement. Et là, la personne m'a dit, écoutez, pour la figure, oui, c'est bien quand même de me nettoyer. Par contre, le vêtement, vous ne touchez pas, ça me fera un bon souvenir de la Tour Eiffel. La prochaine campagne de peinture est prévue pour l'année 2017. Si la tour se fait régulièrement maquiller, de temps en temps, elle a besoin de se faire faire un nouveau lifting. Et là, pas de chirurgien, mais un architecte qui n'aura aucun droit à l'erreur. « 2012. De gros travaux de rénovation sont lancés au premier étage. Objectif : refaire les pavillons qui abritent les restaurants et les boutiques dans un style plus moderne, mais aussi créer du neuf pour attirer les visiteurs sur cet étage, souvent déserté par les touristes impatients de grimper au sommet.
c'est le cabinet parisien Moati et Rivière qui remporte la mise. Dans la carrière d'un architecte, c'est un rêve, hein, c'est peut-être le bâtiment le plus connu au monde, donc travailler un projet symbolique sur le symbole mondial de la construction, de l'élancement et de l'invention, eh bien évidemment c'est tentant. Donc c'est un challenge. Rénover la Tour Eiffel, classée monument historique, est une tâche ardue. Il faut moderniser le premier étage, mais sans toucher à l'édifice. Vous touchez à un rivet de la Tour Eiffel, c'est compliqué. J'ai présenté 28 fois le projet. J'ai présenté 28 fois pour faire passer le projet, les idées et tout. Donc c'est un des projets les plus complexes que j'ai jamais réalisé. Vous ne pouvez pas percer la structure de Gustave Eiffel pour pouvoir vous fixer dessus. Pourquoi? Parce que c'est un objet historique. On ne peut pas y toucher. Donc le vrai défi, c'est comment on pose des bâtiments pour les rendre liés à la tour sans le percer. Et donc on a inventé des systèmes de pincement très puissants. Le cahier des charges est complexe. Pour éviter d'alourdir la tour, il faut choisir les bons matériaux. Comme la tour doit rester ouverte aux visiteurs, il faut inventer un chantier spécial adapté au monument. Pendant 30 mois, les travaux se déroulent sur une gigantesque plateforme qui se déploie dans les entrailles de la tour à 58 mètres au-dessus du sol. Il faut peser les choses avant de les monter, il faut peser ce qu'on a démonté pour ne rapporter que le même poids de ce qu'on a ramené, parce que la tour elle ne peut pas avoir une surcharge limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc par exemple, tous les grands éléments de structure qu'on va poser, les grandes plaques de verre, les grandes poutres, eh bien, vont être montés la nuit. Quand le public n'est pas là. La nuit, c'est entre 23h et 7h, 8h du matin. Et donc le chantier de nuit sur la Tour Eiffel, avec la ville éclairée, c'est sublime. C'est que vous êtes sur une sorte de vaisseau flottant au-dessus de la ville, avec le chantier qui se fait, l'éclairage, les éléments en l'air pour pouvoir les transporter. C'est très très beau. C'est une sorte de ballet du ciel, quoi, dans le ciel. C'est très très beau. Deux ans plus tard, octobre 2014, la Tour Eiffel dévoile son nouveau visage. Au premier étage, de nouveaux pavillons obliques qui épousent la structure. Leur couleur rouge rappelle celle de la tour à ses débuts. Et pour se donner des frissons, ces planchers en verre qui permettent de marcher à 58 mètres du sol. Les visiteurs adorent. La Tour Eiffel, au fond, a une capacité à vivre avec son temps, tout simplement, à absorber une contemporanéité, pourrait-on dire, qui n'était pas celle de sa construction, et qu'elle continue à vivre, à exister, à se transformer, à s'adapter à des nouvelles perceptions, à des nouveaux modes, à des nouveaux usages aussi. Elle n'est pas ringarde, elle est peut-être vintage, mais elle n'est sûrement pas ringarde, non. Moi, je trouve que l'intérêt, ça serait de la garder comme elle l'était à l'origine, à la pointe de la modernité. La tour n'a pas fini de se transformer. À la demande de la ville de Paris, les architectes réfléchissent déjà à de nouvelles idées. Prochain objectif, moderniser l'accueil des 7 millions de touristes qui font la queue chaque année sur le parvis. L'un des scénarios qu'on travaille, c'est pourquoi pas une approche enterrée ou semi-enterrée qui permet en sous-sol d'avoir un accueil à l'abri du vent, à l'abri des intempéries, qui permet un accueil de qualité avec plus d'informations contextuelles, avec pourquoi pas un musée sur l'histoire de la tour pour permettre aux visiteurs d'agrémenter leur temps de patience, leur temps d'attente avant de monter dans l'ascenseur. C'est très compliqué parce que creuser au milieu du parvis, il ne faut pas ébranler la tour. Il y a là aussi un défi sans doute technologique. Il y a beaucoup de réseaux souterrains qui passent au milieu du parvis. Pour des raisons de sécurité incendie, on ne peut pas creuser très profond. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que le projet qui fait rêver, c'est un projet compliqué à mener. Pour l'instant, ce projet est encore dans les cartons. Avec 73 millions de chiffres d'affaires par an, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus rentables de France. Tous les travaux de rénovation et d'entretien sont autofinancés. Selon une étude de la Chambre de commerce italienne, la valeur touristique de la tour serait évaluée à 434 milliards d'euros, soit 5 fois plus que celle du Colisée. Mais la Dame de Fer n'est pas à vendre.
Finalement, ce qu'elle apporte le plus à Paris n'est pas économique. C'est terriblement immatériel. C'est de l'imaginaire, c'est la force et l'image de Paris à travers le monde. Et ça n'a de toute façon aucun prix. La Tour Eiffel, un monument intemporel et unique qui continuera encore longtemps à fasciner les générations, peut-être même pour l'éternité.